toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball on Air. On est toujours ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un programme plus classique que les deux derniers opus. On a eu 2 matchs à débriefer. On va débriefer en premier la victoire contre Évreux. C'était vendredi dernier. Et puis la défaite à Saint-Quentin de mardi. Et pour cet épisode, nous ne sommes pas 3, nous sommes 2. Et j'ai le plaisir de le faire ce podcast avec Samuel. Salut Samuel. Salut Flavien, salut à tous ceux qui nous écoutent. Voilà, donc deux matchs, une victoire, une défaite. On a comme d'habitude l'impression de faire toujours les mêmes podcasts avec jamais, rarement en tout cas, de plusieurs victoires d'affilée. Juste avant de démarrer, on vous rappelle nos réseaux sociaux. Twitter, c'est @ParisB-on-air. Facebook, c'est Paris Basketball on Air. Toutes les infos à retrouver sur le site parisbasketball-onair.fr. Et nous, on a un beau programme avec ces 2 matchs. Paris Basketball on Air, saison 2, épisode 16. Let's go. Yo yo yo, ici c'est ton bouc d'Andiguel pour Paris Basketball en Air. C'est là que ça se passe si tu veux l'actu, cousin. Si. Et on démarre du coup avec ce premier match, c'était vendredi dernier, je le disais, la rencontre entre Paris et Évreux, une victoire 92-79 des Parisiens qui ont mis du temps à se procurer cette victoire. Une première mi-temps un peu en demi-teinte et une deuxième mi-temps vraiment où Paris a déroulé son basket. Sam, je te laisse peut-être commencer du coup sur ce match. Qu'est-ce qu'on retient de cette rencontre entre Paris et Évreux ? C'est marrant parce que c'est une victoire et je ne vais pas retenir principalement le positif. Moi, personnellement, je vais retenir la première mi-temps que j'ai trouvée. Alors, il me semble qu'à la mi-temps, le score est serré. Paris est même devant. C'est égalité, 44 partout. Ah bah voilà, exactement, 44 partout. Voilà, j'avais oublié. Et on rappelle quand même que Paris jouait face à une équipe d'Évreux très amoindrie. Avec beaucoup d'absents, avec des joueurs présents mais qui étaient physiquement pas aptes à jouer. Je pense notamment à Pachal par exemple, Amadou Sidibé qui a joué je ne sais combien de minutes, qui était au bout du bout et en plus il joue blessé. Et malgré ça, c'est Évreux qui a donné le ton. Dans la première mi-temps, je parle physiquement, je trouvais Paris pas encore concentré. C'est quelque chose qu'on soulève depuis quelques podcasts quand même, que c'est vrai que ça va mieux peut-être devant dans les systèmes offensifs, mais que sur la défense, Paris a du mal à rentrer dedans ces derniers temps. Et c'est ce que j'ai constaté contre Évreux. Et moi, je commence sérieusement à me poser une question. Je crois que je ne l'ai même pas encore évoqué avec toi, Flavien, en off. Mais le rôle et l'influence de Boatwright sur cet aspect-là. Il fait beaucoup de bien, Ryan Boatwright. Je ne veux pas lui tirer dessus. Il fait beaucoup de bien dans bien des domaines. Mais je trouve que sur l'équilibre défensif, il a un petit côté un petit peu moins concerné que les autres. Et dans cet équilibre, quand tu as 5 joueurs, c'est une équipe de 5, c'est pas du 11 comme au foot. Si tu as un mec qui est un petit peu moins que les 5 autres, je trouve que ça se voit. Et moi, je trouve que ça s'est vu sur la première mi-temps, même si Boatwright fait un match très, très costaud. Je sais pas si tu es d'accord. Moi, je te rejoins et justement, cet apport offensif qu'on lui prête et qui est très très fort, hein. Vraiment, c'est peut-être le meilleur joueur offensif de cette équipe. Justement, comme il était moins bien en première mi-temps, on a vu beaucoup de pertes de balles, une attaque plutôt mal gérée en première mi-temps. Et en fait, Paris aurait dû peut-être arriver à la pause avec, je sais pas, peut-être 10 points d'avance. Clairement. Et c'est un peu mis tout seul dans la merde, j'ai envie de dire, dans le sens où voilà, on connaît Paris et il suffit d'un rien pour que cette équipe vrille et passe de tout va bien à tout va mal. Et justement, contre Évreux, j'ai eu un peu cette peur-là, pas très longtemps, parce que très vite, dans le début de troisième quart-temps, ça a tout de suite roulé. Et on a retrouvé une équipe parisienne beaucoup plus concentrée et beaucoup plus elle-même, en fait. Mais c'est vrai qu'on se pose des questions sur l'apport, le différentiel entre son apport offensif à Ryan et son désapport, j'arrive pas à trouver le terme, mais en défense, où c'est clair qu'il est pas au diapason comme les autres. Sur certaines séquences, il fait du bien défensivement, hein, et il a cette expérience des interceptions où il va choper le ballon derrière le meneur, etc. Mais moi, c'est ce que j'ai constaté en première mi-temps, c'est qu'il n'était pas vraiment avec tout le collectif. Mais après, c'est pas que la faute de Ryan Boatwright, c'est l'équipe qui a du mal à rentrer dans ces matchs. Et après, non, c'est clair, je te rejoins totalement là-dessus. Là, on parle, là, on met en lumière une individualité, mais c'est vrai que c'est plutôt collectivement, généralement, que Paris a du mal à rentrer dans son match. Et de toute façon, on va en parler aussi contre Saint-Quentin, mais
c'est un mal vraiment où tu te dis, je sais plus, ouais, vraiment, c'est le premier carton des Parisiens qui est pas bon, hein. Et Évreux est devant, mais en fait, jamais Évreux doit même espérer une seule fois gagner ce match. Et si tu te souviens, en conférence de presse, le coach Pratt disait que même une équipe à diminuer peut gagner les matchs. Et Paris avait fait le coup à Évreux au match aller. Ils avaient joué à 6. C'était le match où Kevin Franceschi se blesse au péroné. Et on a presque, du moins sur la première mi-temps, presque eu l'impression qu'il allait se passer la même chose de l'autre côté pour Évreux. Ouais, non, mais carrément, carrément. Et après, au bout d'un moment, bon, bah voilà, t'es rattrapé par, comment dire, la réalité des choses, à savoir Évreux qui est obligé de reposer Sidibé, qui est obligé de faire jouer des joueurs qui, c'est pas qu'ils sont pas bons, c'est qui habituellement ne jouent pas, donc ne sont pas super en rythme. Je pense à Quentin King-Schmidt à l'intérieur, par exemple. Et puis là, Paris, si t'es Paris, t'es à domicile, t'as corrigé des choses. Le coach, encore une fois, qui a dû faire les ajustements à la mi-temps. Et puis voilà, tu peux dire merci notamment à Marassi, hein. Ah bah MVP du match. forcément. 17 points, 7 rebonds, 100% au shoot. Il fait du bien l'amiral. Ouais, et justement, il y a quelque chose que je voulais souligner. Peut-être qu'Amara, on en parlera un peu après, mais c'est vrai que c'est le joueur, en tout cas, qu'on va mettre le plus en valeur sur ce match. Mais collectivement, je trouve aussi que ce qui a fait la différence, évidemment, c'est la fraîcheur physique, puisqu'on ne l'a pas noté encore, mais Paris avait eu une semaine de repos, c'était la seule équipe du championnat, et je crois que c'était même la dernière équipe à avoir une semaine de repos avant le rush final là, jusqu'au mi-juin. Et Évreux, eux, avaient eu un match plus tôt dans la semaine. Ils étaient sur une bonne forme quand même. Ils avaient 2-3 victoires de rang. Et puis, ils sont venus à Paris avec une équipe amoindrie. Et c'est au rebond, moi, où j'ai trouvé vraiment Paris surdominant et qui a laissé finalement très peu de deuxième chance. Enfin, ils laissent que 8 rebonds offensifs à Évreux, ce qui est plutôt peu par rapport à d'habitude. Et Paris, ils finissent avec 41 rebonds et Évreux 25. Et c'est peut-être là aussi que se joue, je pense, la victoire de Paris. Non, non, c'est clair, c'est clair. C'est complètement d'accord. Et voilà, après, on pourra parler des individualités aussi, hein. Je ne sais pas si tu veux peut-être mettre en lumière sur le match d'Évreux ou sur le match de Saint-Quentin. Bah, non, on peut en parler sur Évreux, mais moi, ce que j'avais autre chose, j'avais encore noté un truc et du coup, ça va venir aussi sur les individualités. C'est les problèmes en défense qu'il y a eu sur Tillman et Zamora, qui mettent 56 points eux deux, je crois, un truc du genre. Ils mettent 27 et 29, et bah, Zamora, en début de match, le nombre de Ah, punitions, il est à 3 sur 3 à 3 points dans le premier quart-temps. et c'était dingue, parce qu'il prenait des tirs un mètre derrière la ligne sur de la contre-attaque, et ça rentrait. Ah non, mais Et moi, là où il m'a le plus impressionné, c'est alors que le match était entre guillemets presque fini, mais les shoots qu'il a mis dans le match-up avec Amarassi à la fin, on était sur du bitume, un contre un, il était serré comme jamais, il te mettait des ficelles, c'était aberrant. ouais, voilà, non, mais et donc tu te dis, imagine, je sais pas, il y a peut-être Jean-Philippe Daly qui était du coup blessé, qui aurait été là pour Évreux. Bah, c'est pas forcément le même match, et je suis même pas sûr que Paris l'aurait pris. Paris finit par gagner plus 13 plutôt aisément grâce à un bon quatrième quart-temps, mais on était loin de ça. Je sais pas, pendant 30 minutes, c'était vraiment plutôt serré. Et il a vraiment fallu justement, que Théa Marassi qui soit taille patron comme il l'est comme il était depuis plusieurs semaines, et qui fasse la différence. Enfin, juste, du coup, je te lance sur Amara, mais 17 points, 6 sur 6 au tir, 7 rebonds, une passe, avec 4 fautes provoquées, 21 dévals. Mm. Bah, le meilleur joueur parisien d'ailleurs, du coup, sur le match. Non, clairement, clairement. Et lui, il a été modeste. Et en vrai, je le comprends. Ce qu'il a dit en conférence de presse, c'est que il avait été bien. Parce que c'est vrai qu'il fait un top match, mais tu n'as pas senti qu'il a dû sortir des shoots de nulle part non plus. Et c'est ce qu'il a dit en conférence de presse. Il a dit l'environnement autour a fait que, en deuxième mi-temps, j'ai pu produire cette prestation. C'est vrai que l'équipe s'est réveillée et Amara a pu sortir cette performance qu'il faut lui. Et après, voilà, on a César ce qui appartient à César. Hein, Marassi. C'est trop fort. C'est tout simplement trop fort quand il est dans des dispositions, comme a publié le compte sur ses réseaux sociaux. À Marassi, tu lui parles pas d'âge, hein, 39 ans, 40 ans, 41 ans. Lui, c'est pas son problème. Et alors, juste pour répondre sur ce que tu disais sur Tillman, parce que Tillman qui met 29 points, il y a eu une explication du coach en conférence de presse qui est quand même intéressante. C'est qu'il disait que Tillman n'avait jamais mis un shoot à 3 points en sortie de dribble, après dribble, cette saison.
après avoir posé un dribble. Et contre Paris, il en a mis plusieurs. Et le coach, c'est quelque chose qu'il a soulevé parce qu'il a dit que ce n'était pas prévu. Alors après, c'est vrai que si tu fais toutes les conférences du coach, il y a toujours un joueur qui n'est pas prévu. C'est exactement ce que je relevais hier quand j'ai vu du coup là on enregistre mercredi et il y avait le match de Saint-Quentin hier. C'est exactement ce que je me suis dit. Mais tu sais, à chaque fois vraiment, il y a toujours il y a une part enfin un élément Non, mais qui n'est après, jamais prévu par le coach. après si les coachs étaient des mentalistes et savaient ce qui allait se passer, ça serait plus du sport, hein. C'est ça aussi, c'est qu'il y a une part d'irrationalité, de choses imprévues. Donc voilà. Non, je suis d'accord. Et puis du coup, bah, il a fallu quand même un bon Amarassi. Je sais pas si tu as une autre individualité à mettre en avant. Alors, Moi, j'ai beaucoup aimé alors quand tu regardes la feuille de stats, c'est ce qu'on disait en conf de presse. C'est pas celui qui a la feuille de stats la plus impressionnante. Par exemple, on a 2-6 en double-double, 12-10. Mais moi, c'est Juan Bégarin. 12 points, 4 sur 7 au shoot, 5 rebonds, 4 passes décisives, 4 fautes provoquées, 12 dévals, pas énorme, mais moi j'ai trouvé que c'était lui la clé de ce match. C'était lui qui, dans le troisième quart-temps, défensivement et offensivement, parce je crois qu'il met 9 points, il met peut-être 8 ou 9 de ses. Il a 3 à la mi-temps et je crois qu'il met le reste dans le troisième quart-temps. Et je trouve que c'est lui qui, offensivement, a su redonner de l'impulsion à Paris. Et défensivement, le coach le dit, c'est lui qui l'envoie en mission. Il commence à prendre une dimension très, 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 très importante et intéressante de Jeanne Bégarin. Et c'est sur ces dernières semaines. et bah, c'est pour ça aussi, peut-être du coup, on se posait la question sur le profil pas trop défensif de Rennes, mais leur association avec du coup Gauthier Denis qui joue 2 ou 3 et Bégarin qui joue 2 ou 3 aussi. Du coup, ça permet de cacher, je pense, Ryan qui pourrait être face au meilleur extérieur en face. Pour avoir Jean Bégarin en défense sur le meilleur joueur. C'est clairement le meilleur défenseur de cette équipe, hein, du moins sur les postes extérieurs, il n'y a même pas de débat. Et c'est incroyable, vraiment la progression qu'il a eu en quelques semaines. Mais on en parlait déjà la semaine dernière, mais vraiment, chaque match, c'est une évolution de plus. Alors évidemment, il y a un peu le match de Saint-Quentin pour pondérer tout ça, mais le niveau que Jean Béguin a depuis 2 mois, depuis la reprise en fait, depuis début mars, c'est colossal. Ouais, donc là, on en reparlera sur Saint-Quentin, mais clairement. Ouais, bah, je te propose du coup qu'on passe sur le match de Saint-Quentin. Tout de suite, moins sympathique, on va dire, à débriefer si vous êtes supporter parisien. Une défaite face au deuxième, c'était un choc de la Pro B entre le deuxième et le cinquième. Donc là, le dauphin de Nancy, Saint-Quentin, qui s'impose à domicile 85-71. Sam, bon, il n'y a pas eu match vraiment de la première et de la dernière minute. On n'a pas vraiment vu de confrontation entre les deux, quoi. Ouais, c'est vrai que dans le ressenti, tu as toujours un moment dans un match où tu sens Paris devant, Paris capable de faire des choses. Là, ça a été rare, voire inexistant. Je n'ai jamais senti que Paris pouvait renverser la tendance à un moment dans le match, même si je trouve que c'est dommage parce qu'il y a un faible écart à la mi-temps. Enfin, faible. Je crois qu'il y a 6 ou 7 points à la mi-temps et que tu rates 4 ou 5 lancers francs. C'est un match où tu es un peu retombé dans tes travers au lancer franc. Paris finit à 10 sur 18, donc tu donnes presque 50% de tes lancers. Et je pense que, je ne te dis pas que c'est la clé et que ça a joué, mais c'est dommage dans un match où en face, c'est Lilian qui disait ça un petit peu en off, on va dire les choses. Paris est tombé sur une équipe plus forte. Paris est tombé sur une équipe mieux rodée, plus en confiance, même s'il est resté sur une défaite contre Aix juste avant, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Mais l'effectif, que ce soit celui du probable MVP, Jackson Cartwright, qui a livré un duel exceptionnel avec Botwright, 22 points, 6 passes, que ce soit Hugo Besson, même s'il a été en dessous, il a sorti un shoot monstrueux, Yeboah en totale réussite. Lien Philippe, Benoît Gillet, enfin tu sais, vraiment. Il est infernal, alors que tu vois la stat line, tu vois, c'est 9 points, il a mis ses 3 points qui font mal, c'est 6 passes décisives. C'est une équipe qui vraiment, quand elle est bien rodée comme ça, il faut faire le match parfait pour la sortir. Et Paris, à l'extérieur, je pense que c'est ce que tu vas soulever, Flavien. Ah bah clairement, de toute manière, là c'est la septième défaite en 10 matchs à l'extérieur. Paris qui a perdu qu'une seule fois à domicile, et je vous le dis en mille, c'était contre Saint-Quentin. D'ailleurs, je trouve qu'il y a pas mal de similitudes en vrai entre le match aller et le match retour, où je trouve que Saint-Quentin avait bien dominé la première mi-temps
Et même si Paris était vraiment pas dans son match, et Paris était revenu petit à petit, et c'est ce qu'on a vu. Moi, ce qui me. C'est vrai que c'est Paris revient à 3 points à un moment. Mais oui, en fait, moi, ce qui m'a. J'ai cru que Paris allait revenir, en fait. C'est que on voit une équipe pas vraiment concentrée en première mi-temps. J'ai un peu de doute sur le plan de jeu qui était établi, en fait. C'est plus ça aussi, même si, évidemment, en face, c'était super fort. Mais Après, au retour des vestiaires, Paris, c'était vraiment un autre visage pendant 5 minutes. C'était le visage de l'équipe en confiance, de l'équipe qui défend très bien avec sa presse tout-terrain. Et franchement, je me suis dit, bon, on va avoir droit à une très belle deuxième mi-temps. Et en face, alors ça c'est venu d'un peu partout, mais Parker Jackson Cartwright, c'était trop fort, quoi. Ouais. Non, mais tu sais, des fois, on cherche des fautifs, et puis des fois, il faut juste dire bravo. Franchement. Franchement, je sais pas si t'es. Moi j'ai vraiment je te rejoins. Franchement, j'ai été vraiment impressionné de A à Z parce que Saint-Quentin a fait sur le match. Aussi, ils étaient plus forts, mais ils trouvaient toujours la solution en attaque. Je trouve qu'on n'a jamais réussi déjà à défendre sur de Parker Jackson Cartwright. Et quand on essayait de le limiter, en fait, ils trouvaient toujours une solution de passe et une très bonne solution à chaque fois. Que ce soit, c'était Ryan Rooms qui trouvait tête de raquette. Ryan Rooms, je crois qu'il rate un seul tir. Et il les a tous mis. Il les a tous mis. Chaque fois qu'on trouvait Yeboah, à chaque fois que ça trouvait Lien Philippe, le Saint-Quentinois était tout seul parce que tu es obligé de venir trapper sur Parker Jackson Cartwright, sinon il va marquer. Et même quand on fait ça, il met quand même 22 points. Non, mais et là, tu parles de leur performance offensive, mais défensivement, je les ai trouvés très, très bons, notamment sur la première mi-temps. Pris à son propre jeu, le Paris Basketball. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Moi, j'étais devant mon écran, j'arrivais pas à respirer. Et heureusement que pour maintenir un flow, là, il faut le dire, il y avait un Ryan Boatwright qui était en mission. Ah tu vois, on disait depuis plusieurs podcasts, et même le coach le soulignait, Ryan, il était en difficulté sur son tir à 3 points, mais le jour où il va en mettre, ça va faire mal. Et 5 sur... Alors, c'est vrai qu'il a 5 sur 11 à 3 points, mais en fait, il tente que des tirs à 3 points. Et je trouve que c'était un peu. Que ça montrait vraiment la difficulté de Paris en attaque. C'était qu'il n'arrivait jamais à driver et à trouver une solution à l'intérieur. Donc, c'était vraiment rare. Et ça, c'est pas que lui, c'est l'équipe. Et c'est pas que contre Saint-Quentin, c'est contre Évreux aussi. Rappelle-toi, à la première mi-temps, sans l'adresse à 3 points, Paris est derrière. Hein. Ah oui, non, bien sûr, c'est pour ça que c'est un problème qu'il va falloir parler et qui, pour moi, met la lumière sur un problème qui est celui de la raquette parisienne. Si tu veux, on peut y aller tout de suite sur ce terrain-là, mais je suis pas loin de te rejoindre. C'est vrai, on l'a pas forcément trop cité ces dernières semaines, mais Ismaël Kamagaté est vraiment dans le dur. Que ce soit déjà quand il rentre sur le terrain, on connaît Ismaël. C'est un diesel, c'est quelqu'un qui a besoin de plusieurs minutes pour rentrer dans son match. Sur ses stats contre Évreux, il est à 7 points, 7 rebonds, 3 contre pour 13 dévals, ce qui est vraiment plus que correct. Le problème, c'est qu'il fait toutes ces stats au moment où il n'y a plus personne en face, où ils sont cramés. Et justement, voilà, je vois les statistiques, je me dis c'est bien, mais en fait, non, pas du tout, parce que il était face à une raquette en face. Tu le disais, Amadou Sidibé, il a joué blessé, il a joué vraiment éreinté. Forcément qu'au bout d'un moment, quand tu as un gamin de 19 ans qui fait 2m11, il va forcément, même s'il n'est pas dans son match vraiment, il va quand même être plus fort. Et c'est vrai qu'Ismaël, rien que ses stats contre Saint-Quentin le montrent, mais 15 minutes, 2 points, 2 rebonds, il perd 3 ballons, il a moins de déval, ça montre vraiment il a vraiment du mal à rentrer dans ses matchs désormais, et ça devient très problématique parce que je trouve que Valentin Chéry est dans une meilleure forme, mais il a ses limites, Valentin, et je trouve vraiment des difficultés. Quand tu as un Ismaël comme ça, offensivement, ça ne sert plus à rien d'essayer quelque chose. Parce que Valentin Chéry, offensivement, c'est plus limité. S'il n'est pas dans les conditions, si tu n'es pas sur un pick and roll, etc., même s'il a joué 2-3 fois au poste, et c'était pas mal. Mais moi, je trouve que c'est compliqué. Et puis, pour revenir sur Ismaël, le coach l'a dit pareil, hein, on va citer les conférences de presse, que ce que dit le coach Pratt, c'est toujours gage de sûreté et de sagesse, entre guillemets, mais il l'a dit. Ismaël n'a pas confiance en ses capacités. Et c'est même Ismaël qui lui a dit à un moment, le coach lui dit, mais pourquoi t'as pas fait ça? Il lui dit, ouais, j'aurais pu, mais j'ai pas osé. Tu vois, au bout d'un moment. Oui, c'était sur quoi? Je me souviens de cette phrase, c'était sur le dunk, sur une contre-attaque où il fait un coast-to-coast. Exactement. Et
Et c'est vrai, pourquoi il va pas dunker? Et le coach te dit de le faire plus souvent, d'ailleurs, ce genre de coast-to-coast. Ce que j'avais commencé à voir en novembre, décembre, où il le faisait une ou deux fois. Enfin, tu sais, c'est les matchs où il est vraiment en confiance, où il a peut-être envoyé un ou deux tomards avant. Bah, il va prendre la balle, il va avoir confiance en ses propres mains. Et c'est de plus en plus rare. Du moins, il passe juste une mauvaise passe. Après, c'est pas du tout la fin pour Ismaël ou quoi que ce soit. On va pas non plus aller jusque-là, mais juste pour dire Non, que, non, juste non, pour non, non. dire que c'est inquiétant et ça fait partie aussi du mal parisien qui est que bah, à l'intérieur, c'est Je compliqué. dirais, Et... Vas-y, vas-y. je dirais même pas inquiétant parce que Milan a eu des périodes de trous, Juan a eu des périodes de trous, aujourd'hui ça va mieux. Et c'est un passage par lequel ils sont obligés de passer. C'est embêtant, mais c'est pas inquiétant. Moi, je me fais pas de soucis pour la suite, entre Non, guillemets, non, ça, je suis d'accord. Je suis pour, d'accord. pour Isma. Euh, pour revenir un peu sur le match, moi, il y a quelque chose qui m'a un peu interloqué et je sais pas ce que toi t'en penses, j'ai pas eu le temps de t'en parler vraiment en off. C'était sur les temps de jeu de l'équipe, comment étaient répartis les temps de jeu, parce que je trouve, enfin, à la fois les temps de jeu et même du coup l'utilisation des joueurs sur le terrain. Par exemple, Amara, il joue 18 minutes, il n'a pas un tir, alors que c'est le joueur en forme par excellence depuis 3 semaines. Ismaël, du coup, on arrive à lui trouver trois pauvres positions de tir. Il en met qu'un. Gauthier, il est qu'à 3 sur. Il prend que 5 tirs. Nobel n'en prend que 6 en 28 minutes et shoot 0 lancé. Ce qui est hyper rare pour Nobel. Il prend soit beaucoup de tirs, soit il prend Après, beaucoup de lancés. après, il y a eu des calls qui auraient pu être sifflés. Alors, c'est vrai que les arbitres n'ont pas été très inspirés, mais les deux côtés, hein, enfin, il y a eu vraiment des calls un peu bizarres et assez étonnants. Mais bah, de toute façon, tu vois, Saint-Quentin, ils ont pris que 4 lancés. Ils ont shooté que 4 lancés sur le match. Et tellement c'était propre offensivement. Et je trouve justement l'inverse. Je trouvais que déjà, un joueur comme, je sais pas, Gauthier Denis joue 20 minutes. Je trouve pas que ce soit vraiment assez. Valentin Chéry, enfin, les postes de pivot d'ailleurs, Kamagaté et Chéry, ils jouent 28 minutes à eux deux. C'est pas assez non plus. Enfin, ça veut dire qu'ils ont tenté des choses. Il y a des choses qui ont été tentées et que je trouve vraiment pas réussi du coup. Et ça se voit sur le score. Hein. Tu prends moins 15. Tu avais pris moins 7, je crois, au match aller. Et C'est ça, tu franchement, vois, parmi les titulaires, il y a Gauthier et Valentin. Il y a Gauthier, Valentin et Amara, c'est ceux qui jouent presque le moins sur le match. ouais, bien sûr. Bah, évidemment, après, derrière, ah oui, c'est Bégarin, mais Bégarin a un énorme temps de jeu maintenant et Botwright, mais c'est quasiment les deux meilleurs joueurs du Paris Basketball ce jour-là. Il y a eu Dustin Sleva qui fait un bon match, mais Dustin, il est. Deuxième mi-temps encore. Ouais, déjà deuxième mi-temps, c'est vrai, mais encore une fois, s'il est trop seul et Vraiment, tout, c'est enfin, c'est. récurrent. Mais moi, il y en a un, moi, alors je sais pas, on part un petit peu dans tous les sens, mais pareil. Moi, il y a un cas qui, pour le coup, là, je trouve ça inquiétant. C'est le rôle, les performances, la mentalité, dans quel état d'esprit il est. Nobel Bongo Kolo, on rappelle qu'il y a quelques mois, il était meilleur scoreur de la Ligue. Hein. Ah, Moi, je moi, je te rejoins. Là, tout à l'heure, moi, je comprends pas ce qui se passe. Tout à l'heure, tu disais que c'était pas inquiétant pour Ismaël et tu avais raison. Moi, je suis beaucoup plus inquiet pour Nobel Exactement. et les productions. Alors, je sais pas à quel point comment dire, le nouveau rôle, par exemple, de Ryan dans l'équipe, etc., comment il a dû s'adapter. Mais je trouve déjà, il a un temps de jeu beaucoup plus fluctuant. Il y a des matchs où il joue 10 minutes, il y a des matchs où il joue même pas 20 minutes. C'est, déjà, Voilà. c'est rare Là, pour il joue 28 minutes, il a pris 6 tirs. Bah ouais, c'est ce Nobel, que. Bongo Kolo. C'est ça, et je te dis, il prend 6 tirs, il récupère 0 lancé du match. Enfin, c'est assez fou. Paris provoque quand même 18 fautes, et en 18 fautes, tu récupères que 18 lancés. Enfin, c'est pas suffisant. Et c'est vrai que moi, pour le coup, je suis assez inquiet de Nobel. Il a perdu sa place de titulaire pour Amarassi. Et enfin, Amarassi ou Gauthier Denis, ça dépend quand il est installé en 3 ou en 4, mais c'est tout de suite. Moi, je trouve que déjà, alors Paris allait mieux, mais quand il est bon sur le terrain, Paris est super bon en fait. Il est avec Ryan Botwright, je pense que limite, c'est les deux métronomes de l'équipe où tu te dis, s'ils sont en forme ce jour-là, t'as pas trop d'inquiétude à avoir. Et en Là, fait, après ce match, il est piège parce qu'il n'a même pas été pas bon. Genre, tu vois, il fait non, c'est ça, 50% c'est de ça. tir, 1 sur 2 à 3 points, 3 rebonds, 3 passes. Même défensivement, je l'ai trouvé intéressant. Ah, mais Euh, si par exemple, tu prends le match contre Évreux, il joue 18 minutes, donc c'est le même temps de jeu. Non, il joue 28 10 à minutes de moins. Saint-Quentin.
Il joue 18 minutes, il met 3 points, 1 rebond, 3 passes, il perd 4 ballons, il a 1 déval. Et là, et il prend que 4 tirs aussi. Il est pas du tout dans la constance d'un joueur qui est en confiance et qui, je sais pas, j'ai l'impression que là, l'enfilement des matchs lui fait pas du bien en fait. Ouais, mais et en fait, c'est peut-être un problème avec cet effectif qui est composé de. Tu te rappelles, il y avait une période où le coach disait là, l'effectif, il est en pleine possession de ses moyens, il est parfaitement huilé, tout va bien. Je sais plus, c'était après quelle victoire. Bah, je crois que c'était en février, c'était après Nantes, un truc du genre, où, tu sais, où il dit, Ouais. c'est là où il dit, on va pas forcément recruter, etc., parce que je donnerai des minutes à qui? Et tout le monde remplissait son rôle. Mais sur le long terme, et là, on voit les limites, c'est que je pense que c'est pas possible. Ou alors, je sais pas, ou alors, faut Bah, faire. là, Et, alors, aujourd'hui, c'est comme ça, et je pense qu'on aura la réponse à la fin de la saison, mais peut-être, voilà, je vais dire comme ça, peut-être que c'est pas possible de jouer sans réel meneur. Et je te parle pas de meneur vocal, je te parle de star. Le mec, tu sais que lui, il va mettre ses 17 points. Tu vois ce que je veux dire? Lui, il va mettre ses 15 points. Et normalement, c'était censé être Nobel. Et c'est plus Nobel et on ne sait plus qui c'est à part Boatwright. Voilà. Peut-être que c'est devenu Boatwright. Mais tu n'as plus de sécurité. Tu ne sais plus qui va faire quoi. Et tous ne sont pas capables, comme un Milan Barbic par exemple, de juste remplir un rôle collectif. Tu vois ce que je veux dire? Et de le faire sur un mois entier, sur 4 matchs de suite. Milan, il n'a pas besoin de briller. Il y en a qui ont besoin, je pense. ouais, non, je suis plutôt d'accord. Et du coup, je vais rebondir là-dessus. Tu disais, tout le monde avait tout le monde avait un rôle, du moins en février, ce qui est plus forcément le cas aujourd'hui. Mais aujourd'hui, tu vois, par exemple, sur les matchs de Saint-Quentin et Évreux, Yana Pamo et Gendray, ils jouent pas une minute. Du coup, Nobel, enfin, il y a des joueurs qui ont plus trop qui trouvent plus trop leur place. Et ce qui m'inquiète, c'est qu'on parlait de la raquette tout à l'heure qui était un peu défaillante en ce moment. Sauf que là, les renforts qui vont arriver, enfin, on va parler de renfort. Je vais essayer de le dire calmement, mais il va y avoir le retour de Keane Franceschi Chez West. et de Sheck West. Et les deux, C'est un si tant est que Sheck West joue, c'est deux meneurs qui reviennent. Et déjà qu'on on a du mal à trouver du temps de jeu, par exemple, un Loïs Gendray qui, je suis même pas sûr, il a dû jouer un match il a dû jouer 2-3 minutes sur les 5-6 derniers matchs. Evans, c'est un peu plus, mais c'est vraiment pas fameux. Et du coup, je me pose vraiment la question de comment on va réintégrer Kevin Franceschi qui est censé revenir début mai. Comment on va intégrer du coup Sheck West si tenté qu'on lui donne du temps de jeu. Et qu'on a toujours ces problèmes dont on parle depuis tout à l'heure à l'intérieur avec une raquette qui n'est pas forcément complémentaire en fait, du moins sur son poste de pivot. Moi, je me pose des questions là-dessus. Et ça va arriver très vite parce qu'il va y avoir des gros matchs. Hein. Au mois de mai, on va jouer Quimper, on va jouer Nancy. Là, fin avril, début mai, on va jouer Blois 2 fois de suite. Donc, ça va être il y aura des confrontations directes qui vont être des matchs pour le titre, en fait, déjà, pour la montée. Et il faut absolument que là, les matchs contre Antibes et contre Gris, les deux prochains matchs, soient déjà des matchs où tu te rassures et où tu joues sur tes forces. Ce qui est l'ADN du Paris Basketball, c'est on défend et on marque sur transition. Là, clairement, on est dans un tournant, un moment charnière de la saison du Paris Basketball. Clairement. Ouais, et puis je saurais pas trop. Moi, je pensais vraiment que le match de Saint-Quentin serait un tournant. Je l'imaginais comme ça et il m'envoie pas des bons signes ce match. Il m'envoie pas du tout de bons signes dans le sens où vraiment de A à Z, j'ai vu une équipe beaucoup plus forte et cette équipe beaucoup Ouais. plus forte, elle était pas du bon côté, enfin du côté parisien en tout cas. Mais pour moi, c'est pas dramatique dans le sens où moi je trouve que c'est plus inquiétant les défaites où c'est Paris qui se sabote plus que l'adversaire qui va chercher la victoire. Et moi, sur ce match-là, j'ai trouvé que c'est Saint-Quentin qui a été plus fort et qui a mis Paris en difficulté plus que Paris ne s'est mis en difficulté. Ah bah clairement, quand tu vois le... Franchement, bah non, mais on l'a cité plusieurs fois, mais le match de Saint-Quentin de A à Z, c'est une masterclass. Et honnêtement, le match était vraiment plaisant à voir. Hein. Pour le coup, pour les amateurs de basket, vraiment, c'était un vrai bon match. Et avec une équipe, certes, un poil plus forte, mais franchement, le jeu développé par Saint-Quentin, même en plus qu'ils étaient un peu moins en forme que ce qu'ils produisaient depuis le début de saison, franchement, il n'y a rien à dire. Et on a très, très probablement le MVP de la saison régulière dans cette équipe-là avec Parker Jackson Cartwright.
Hugo Besson, il restera pas en Pro B non plus l'année prochaine. Il est prêté par l'élan Chalon, je crois. Il va retourner en Jeep Elite. Franchement, il y a des mecs qui n'ont rien à faire là, limite. Non, clairement, ils ont un effectif monstrueux. Voilà, bon, on a quand même balayé large pour ce podcast. Je sais pas On a si. fait beaucoup, hein. Ouais, et je sais pas si tu as quelque chose à ajouter ou peut-être qu'on peut parler justement des prochains matchs contre Antibes et contre Gris. Alors, Antibes qui est sur une bonne forme là, mais surtout Gris, c'est peut-être celui-là qu'il faut gagner pour l'honneur. Ça va être un match mental. Hein, tu as quelque chose à regagner. Tu as quelque chose à te faire pardonner, entre guillemets. Ah, et puis je pense pas qu'elle soit très très bien passée cette défaite côté parisien, surtout qu'ils ont eu une semaine derrière pour la maturer, pour y penser, etc., avant de passer sur Évreux. J'ose espérer, d'ailleurs, petite anecdote, ce sera le 100e match de l'histoire du club, ce match contre Gris. Et donc, pour moi, il y a vraiment un truc à se dire, il faut absolument les battre. C'est à la portée du Paris Basketball, hein, même si on dit et répète que tous les matchs sont difficiles en Pro B. Si Paris a les ambitions qu'elles sont les siennes, il faut absolument gagner contre le 13e de Pro B. Ça ne devrait pas être un souci normalement. Mais on a dit ça au match aller. Eh ben, on verra. Hâte de voir la suite. Ouais, hâte de voir la suite. Du coup, le programme avant le prochain podcast de la semaine prochaine, justement, on vous le disait, c'est ce match contre Antibes. C'est samedi à 15h, je crois. C'est un horaire un peu particulier. Et on aura samedi soir justement le 100e match de l'histoire du club entre Paris et Gris. Je crois que c'est vers 19h, un truc du genre. J'ai pas noté les horaires pour le podcast. Nous, du coup, on se retrouvera la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux. Sur Twitter, je répète, @ParisB-8 on air. Sur Facebook, Paris Basketball on air. On va arriver avec de la nouveauté bientôt, là, dans quelques semaines. On a hâte de vous dévoiler ça. Et puis, comme d'habitude, vous retrouvez toutes les infos sur le site, qu'on vous partage toutes les infos. Voilà, likez le podcast, partagez-le. N'hésitez pas à mettre les pouces bleus, à mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast. Et ben, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode. Ciao les gars, merci. Salut.